Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de livres parce que j'ai envie de faire plus de vidéos qui parlent de livres sur ma chaîne parce que j'en parle beaucoup dans mes vlogs. J'ai des passages de vlog parfois genre de 10 minutes que je suis obligée d'enlever parce que je m'étale beaucoup sur les livres. Et donc en fait je me suis dit que j'allais tout simplement plus en parler dans des vidéos spécifiques pour les livres. Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais parler des livres que j'avais lus entre avril et à peu près le mois de juin, la fin du mois de juin, pour pouvoir vous faire une vidéo à la fin de l'été, en septembre à peu près, sur les livres que j'ai lus cet été. Avant ce dont je vais vous parler là, j'avais déjà lu 8 livres, mais il y en a dont j'ai parlé dans des vlogs, il y en a d'autres dont j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai décidé de commencer à partir à peu près des vacances d'avril. À la base, entre avril et juin, j'en avais donc lu une dizaine, mais il y en a deux dont j'ai pas spécialement envie de parler. Donc le premier livre dont j'ai envie de parler, la couverture est ultra abîmée, mais il est incroyable, c'est La vie invisible d'Adil Larue. Alors en fait ce livre tout le monde en parle, mais quand je l'ai acheté je n'avais genre jamais entendu parler, je l'ai acheté en avril donc je pense que tout le monde en parlait depuis assez longtemps sur TikTok notamment. Mais j'avais plus TikTok à ce moment-là et en fait c'est un livre dont tout le monde parle mais moi je l'ai vraiment jugé à sa couverture. Genre la couverture m'a attirée, j'ai lu le résumé, je me suis dit allez je l'achète, je le lirai. Et c'était une super décision parce que je crois que j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, c'est génial, c'est trop bien. La vie invisible d'Adil Larue, ça commence en 1714, c'est l'histoire d'Adeline qui n'a pas la vie dont elle rêve. Elle vit dans un petit village avec ses parents et elle a envie de découvrir le monde mais c'est quelque chose qui ne lui est pas permis, elle reste dans son village, elle doit se marier, etc. Et donc un soir, elle est tellement désespérée par sa vie qui ne lui plaît pas du tout qu'elle va en fait sceller un pacte avec le diable. Et en fait ce pacte lui donne le droit de vivre éternellement. Mais c'est un pacte avec le diable, donc forcément en échange il y a quelque chose qu'elle doit donner. Et en fait, en échange, personne ne va se rappeler d'elle. C'est-à-dire que si elle disparaît du champ de vision de n'importe qui à qui elle vient de parler, cette personne va oublier qu'elle lui a parlé 2 minutes juste avant. Et en fait dans le livre on a un petit peu deux récits parallèles, c'est-à-dire qu'on a un récit qui se déroule en 2014, donc à notre époque, c'est-à-dire 300 ans après le début de l'histoire, et après on a un peu des retours en arrière pendant ces 300 ans. Pendant ces 300 ans, Adi a vécu sans que personne ne se souvienne d'elle, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait, puisque tout le monde allait l'oublier instantanément. Mais un jour, en 2014, elle va rencontrer quelqu'un qui va se souvenir d'elle. C'est un petit peu le point de départ de tout, puisque pour elle c'est impossible, ça fait 300 ans que personne ne s'est souvenu d'elle, et c'est un miracle. Elle ne sait pas comment c'est possible. Forcément, elle va se demander pourquoi cet homme qu'elle a rencontré à la librairie se souvient d'elle. Ce livre, vraiment, j'ai adoré, c'était super bien. Je trouve que c'est un bon livre pour commencer cette vidéo parce que c'est peut-être un de mes coups de cœur de l'année. Il y a beaucoup de coups de cœur d'ailleurs dans cette vidéo, donc je suis trop contente. On voit d'ailleurs que la couverture est super abîmée. Mais ce livre, il est rentré dans des tote bags, il est allé à la plage, il est allé partout. Et en plus, c'est une couverture qui est assez spéciale parce que regardez, c'est un peu stressant d'ailleurs, mais c'est magnifique. Le vrai livre, il y a juste une image comme ça et le reste est blanc. Et après, il y a ça qui vient se rajouter par-dessus et c'est incroyable. Je le trouve hyper bien construit avec les retours en arrière, etc. etc. Toutes les petites choses auxquelles l'auteur a pensé pour que ça fasse hyper crédible. C'est un livre qui est vraiment bien parce qu'on est directement plongé dedans. L'histoire est hyper addictive même si c'est long. Et même quand il se passe pas grand chose, on a quand même envie de le lire. Rien que le concept est vraiment fou. Il y a vraiment des auteurs qui ont des idées genre... Quelle imagination! Je n'ai pas la même imagination qu'eux, mais je les admire franchement. Les relations entre les personnages sont hyper bien faites. J'adore ce livre, il est génial. Voilà, je le conseille à 100%. Maintenant, on va passer au réel premier coup de cœur. Je crois que j'ai eu cette année. Genre, vous savez, le coup de cœur où tu peux pas te détacher du livre. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur, mais incroyable. C'est même pas le plus coup de cœur de cette vidéo, mais vraiment une pépite. Ce livre, c'est Plein Gris de Marion Brunet. Je n'ai même pas dit qui était l'auteur d'Adil Larue. Je pense que je suis incapable de le prononcer. C'est vraiment ce livre qui m'a redonné envie de lire vraiment beaucoup. Parce que depuis petite je lis énormément. Mais j'ai l'impression que je lisais vraiment beaucoup plus avant. Et là j'ai l'impression que je commence à retrouver le même rythme presque que quand j'étais en primaire. Et là du coup cette année j'ai déjà plus lu que l'année dernière en entier je pense. Et c'est en partie grâce à ce livre et aussi grâce aux livres qui ont suivi. Alors ce livre c'est un thriller, j'en lis pas très souvent mais c'est vraiment un de mes genres préférés. Plein Gris c'est l'histoire de Emma, Elise, Victor et Sam. Et ce livre est du point de vue de Emma, donc qui est la personnage principale en quelque sorte. Et c'est aussi l'histoire de Clarence. Clarence en fait qui dès le premier chapitre est mort. Dès le premier chapitre on a les 4 autres qui sont à côté du cadavre de Clarence. Et ils sont sur un voilier parce qu'ils sont tous les 5 partis en croisière sur un voilier. On a un petit peu deux récits qui se déroulent en parallèle. Le premier qui commence au moment où Clarence est mort, c'est le récit un petit peu actuel où les 4 amis repartent sur leur voilier et sont dans une tempête. Et donc c'est ça le côté vraiment thriller du livre. Je sais pas s'il fait très peur, mais
Il y a suffisamment de suspense pour avoir envie de toujours continuer et pour avoir peur que quelqu'un meure. Voilà, c'est tout. Je pense que ça suffit. Et dans un second temps, on a des retours en arrière sur quand Clarence était vivant. Et on va remonter jusqu'à sa mort. Petit à petit, en apprendre plus sur comment il est mort, pourquoi il est mort et qui était cette personne. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a des livres dans lesquels je déteste vraiment les retours en arrière. Parfois, je trouve ça difficile d'apprécier autant l'un que l'autre, et là j'ai vraiment apprécié autant l'un que l'autre et c'est vraiment génial. Quand j'étais dans le récit qui se déroule dans le présent, j'avais envie de rester, de continuer, de savoir la suite qui se passait dans le présent, mais en même temps tous les retours dans le passé étaient super utiles pour comprendre plein de trucs, et je trouve que le mélange des deux est vraiment incroyable et super bien fait. On va passer au prochain roman qui est un roman d'un tout autre style, puisque déjà c'est un roman adulte et c'est un roman un petit peu autobiographique. C'est Je ne suis pas sortie de ma nuit de Annie Ernaux. Il est vraiment tout petit, mais comme un petit peu tous ses livres, c'est un petit peu plus d'une centaine de pages. J'ai lu depuis le début de l'année 3 livres de cette autrice et celui-là c'est un de mes préférés. J'ai lu Regarde les lumières mon amour, La honte et celui-ci, et j'ai beaucoup aimé celui-ci et La honte notamment. Et surtout celui que j'aimerais le plus lire c'est L'événement, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne suis pas sortie de ma nuit, c'est en fait un livre qui est sorti en 1997, mais qu'Annie Ernaux a commencé à écrire dans les années 80, puisque en fait c'est des extraits de son journal qu'elle écrivait quand sa maman était dans une maison de retraite parce qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait ce livre se termine quand sa maman meurt. Dans ce livre on a plein d'extraits du journal d'Annie Ernaux qu'elle écrivait en fait chaque fois qu'elle allait voir sa mère dans sa maison de retraite. Elle écrivait sur sa mère, sur la façon dont sa mère avait changé comparé à ce qu'elle était avant, sur le corps de sa mère qui devient donc de moins en moins indépendante comme personne qui a besoin de plus en plus d'aide. Elle écrit aussi sur la maison de retraite et sur les autres personnes qu'on peut y trouver. Et c'est un livre qui est assez difficile parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité de sa maman et on voit vraiment comment sa mère change. Et je pense que c'est très dur à voir quand on est l'enfant de quelqu'un ou le proche de quelqu'un qui va de plus en plus mal et qui est de moins en moins indépendant et autonome. Et c'est aussi dur à lire forcément, même si on a beaucoup plus de recul, mais je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on se rend compte vraiment de ce que peuvent devenir ces personnes qui sont atteintes par exemple d'Alzheimer ou d'autres maladies je pense. Et on peut voir également comment les proches le vivent et comment les proches voient ça en fait. Et je pense que c'est quelque chose de très dur à vivre et je trouve ça super bien d'avoir un témoignage dans ce livre de ce que ces personnes peuvent vivre, les proches de personnes atteintes de l'Alzheimer. Et en même temps, on a un peu un fragment de ce que vivent donc les personnes atteintes d'Alzheimer, même si on n'a pas le point de vue de sa maman, on a son point de vue à elle. Mais on a quand même un témoignage de comment ça peut se passer. Je trouve que la durée lui va très bien. Je trouve que même en qu'une centaine de pages, on a assez de récits, assez de matière pour se rendre compte de ce que ça peut être. Et on voit vraiment au fur et à mesure l'évolution de sa maman. C'est un livre qui est difficile, mais que je trouve important et super intéressant parce que j'avais jamais lu de livre qui parlait de ça. De ce point de vue là, surtout très personnel et très autobiographique parce que c'est vraiment ce que l'autrice a vécu. Maintenant je vais passer à mon livre préféré de tous les livres que j'ai lus cette année. Ce livre est incroyable et ce livre c'est Plus heureux que jamais d'Adam Silvera. On est beaucoup à connaître et Ils meurent tous les deux à la fin, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé et dont je pense que j'ai parlé dans une vidéo d'ailleurs. Et Ils meurent tous les deux à la fin, c'est un livre dont plein de gens parlent et que beaucoup aiment, même s'il est pas mal critiqué en ce moment j'ai l'impression. Moi j'avais bien aimé mais c'est pas le sujet. Mais je trouve que même si c'est très bien que Ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera soit aussi connu, etc., qu'il soit aussi lu parce qu'il est génial. Je trouve ça en fait dommage que ces autres livres soient un peu mis dans l'ombre. Enfin personnellement je n'avais jamais entendu parler de celui-là et je l'ai même préféré à Ils meurent tous les deux à la fin. Ça sera peut-être pas le cas de tout le monde mais moi vraiment c'est mon coup de cœur de l'année ce livre. Dans cette histoire on suit Aaron. Aaron c'est un garçon qui n'a pas la vie facile. Son père s'est suicidé, il a fait lui-même une tentative de suicide. Sa mère est assez triste et il vit dans un quartier qui n'est pas le plus riche on va dire. Je sais même plus dans quel lycée. Aaron n'est pas très heureux. Même si au début du livre, si je me souviens bien, parce que j'ai vraiment du mal à me souvenir des livres, toujours reformatée par la dernière opinion que j'ai du livre. C'est-à-dire que je me souviens de la fin. Mais je me souviens plus de trop ce qui s'était passé au début. Je me souviens plus trop de ce qui a été déjà dit et ce qui a été dit beaucoup plus tard. Il faudrait pas que je spoil. Au début, il me semble que ça va à peu près. Il est en couple avec une fille qui s'appelle Geneviève, qui est quelqu'un de génial. Il est super content d'être avec elle. Aaron, au début du livre, semble aller bien, mais parfois il se souvient quand même que sa vie n'est pas très cool. Et dans ce livre, il existe quelque chose qui s'appelle l'Institut Léthéo. C'est un institut en fait qui est programmé
pour vous enlever certains souvenirs. C'est-à-dire qu'il enlève certains trucs de votre mémoire. Par exemple, les trucs vraiment pas cool qui vous sont arrivés et dont vous n'avez plus envie de vous souvenir. Aaron, vu tout ce qu'il a vécu dans son passé, l'Institut Lethéo, c'est quelque chose qui l'intéresse un petit peu. Il se dit que parfois, ce serait mieux de ne pas avoir certains souvenirs. Et donc pour lui, ce que propose l'Institut Lethéo, parfois, il y pense et parfois ça l'intéresse. Et donc voilà pour le résumé de ce livre. C'est un résumé qui est très décousu, mais je suis incapable de faire mieux. Il y a des retournements de situation, des trucs qu'on apprend, et tout s'éclaire et tout est tellement bien construit, mais moi je suis incapable de résumer ça en un seul résumé. Dans la première partie du livre, il se passe pas énormément de trucs et le livre est déjà addictif personnellement. C'est tellement fluide. Je sais pas si c'est l'écriture ou le point de vue du personnage principal qui font ça, mais la première partie, même s'il ne se passe pas grand chose, c'était déjà super bien. Et plus j'avançais dans ma lecture et plus je trouvais ça incroyablement bien fait, incroyablement bien construit. Et je trouve qu'Adam Silvera, j'ai lu que 2 de ses livres, mais c'est un génie, franchement. Genre l'imagination et à quel point c'est bien ficelé, à quel point tout est logique. Le livre dont je vais parler, c'est Broadway Limited. Je vous mettrai le nom de l'auteur à l'écran parce que je suis incapable de le lire. Le livre c'est Broadway Limited, Un dîner avec Cary Grant. C'est un livre qui est assez connu, dont j'ai pas mal entendu parler. C'est le genre de livre où il se passe pas énormément de trucs. C'est pas un livre avec beaucoup d'action. Ça commence en 1948. Ce livre, c'est l'histoire de Jocelyn Brouillard qui a 17 ans et qui débarque aux États-Unis. Jocelyn, c'est un homme français, donc son prénom se prononce Jocelyn en France, mais son prénom se prononce Jocelyne aux États-Unis. Et donc, lorsqu'il arrive à New York, il débarque malencontreusement dans une pension réservée aux femmes, puisque les directrices de la pension pensaient qu'il s'agissait d'une femme, puisqu'en anglais, son prénom se prononce Jocelyne, et donc c'est un prénom plutôt féminin en anglais. Donc cet homme se retrouve à la pension Gilboulet, qui est une pension réservée aux femmes. On est en 1948, ça date un petit peu, c'est pas exactement pareil que maintenant. Et donc les directrices, quand elles le voient débarquer, hésitent un petit peu à le garder. Mais elles décident de le prendre au moins pour la nuit et puis un petit peu le temps qu'il trouve autre chose. Et donc dans ce livre, on va suivre une grande quantité de personnages, dont Jocelyn Brouillard, forcément, et également les pensionnaires de la pension Gilboulet et des domestiques de cette pension également. Pour personnages, on a par exemple Jocelyn qui est pianiste, qui est un jeune homme français de 17 ans. On a également Manhattan qui est une danseuse. On a Page ou Paige, je pense que c'est Paige. Moi je le lis en français dans ma tête, mais elle vient de New York quand même, donc je pense pas qu'elle s'appelle Page. Mais c'est une comédienne. Et puis on a une chanteuse, on a une autre danseuse, enfin bref. Et en fait ce livre, c'est le genre de livre où il ne se passe rien, mais on suit juste plein de personnages et un peu leur relation avec les autres. Et puis leur relation avec le travail, et puis leurs problèmes. Par exemple, on a une intrigue secondaire avec une des filles, je crois que c'est Radley si je me souviens bien. Je sais pas comment se prononce son prénom non plus. Et on la suit lors de sa rencontre dans un retour en arrière avec un homme. On suit aussi les amants de Jocelyn. On en suit qui ont des problèmes dans leur travail, on en suit qui ont des problèmes dans leurs relations sentimentales. Bref, on a tout un panel de personnages qu'on suit du début à la fin. Il se passe pas énormément de choses, mais tous les personnages sont trop attachants. On est dans une ambiance de livre qui est un peu musicale. Il y a pas mal de références à des musiques. C'est un peu une comédie musicale écrite, enfin il y a un petit mood qui ressort un peu comme ça. Et vraiment l'ambiance générale du livre est tellement agréable. Et c'est un livre, je trouve, qui est tellement confortable. L'ambiance est génial. Il y a une ambiance avec toutes les pensionnaires qui sont hyper joyeuses, des filles qui sont jeunes, qui sont hyper joyeuses, qui découvrent encore la vie, etc. Et c'est vraiment trop agréable à lire, je trouve. On va passer au dernier livre que j'ai ici avec moi, puisque les autres c'était des livres de la médiathèque. C'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Je pense que c'est un des livres que j'ai le moins aimé de tous ceux dont j'ai parlé, mais c'est quand même un livre que j'ai bien aimé. Ma raison de vivre, ça parle d'une fille qui s'appelle Emma et qui en fait est dans une situation très difficile puisque elle habite chez sa tante et son oncle, que son père est mort si je me souviens bien et sa mère ne peut plus s'occuper d'elle. Et en fait Emma se fait battre par sa tante et elle est vraiment dans une atmosphère avec énormément de pression et de violence tout simplement sur elle. Et en fait elle est victime de maltraitance tout simplement par sa famille et c'est horrible ce qu'elle vit chez elle. Emma elle a une seule personne qui la soutient, c'est sa meilleure amie qui s'appelle Sarah et le reste c'est son oncle et sa tante, donc sa tante qui la bat et son oncle qui fait l'aveugle. Donc c'est un livre peut-être qu'il faut éviter de lire si on est sensible à ce genre de sujet parce qu'il y a des scènes où c'est assez détaillé, où c'est pas mal décrit. Mais le genre de ce livre c'est quand même plutôt la romance. On va dire que je lis peu de livres qui sont uniquement de la romance. Moi j'aime bien quand il y en a un petit peu.
mais pas quand c'est le thème principal. Souvent j'ai du mal dès qu'il y a des clichés et tout ça, j'aime pas spécialement. Et celui-là c'est un peu le thème principal, mais il n'y a pas que ça, c'est pas la problématique. Et donc là j'ai beaucoup moins de mal, même si des fois je lis des livres où il y a que de la romance, et je pense qu'il faut trouver vraiment ceux qui nous conviennent. Ce livre c'est une romance, pourquoi? Parce que Emma n'a qu'un seul soutien, c'est Sarah, sa meilleure amie. Et un jour Emma va rencontrer un garçon qui s'appelle Evan. Un garçon qui va rapidement s'intéresser à elle, et ils vont se rapprocher petit à petit. Le problème c'est que Emma, elle ne peut pas faire connaître à quelqu'un d'autre qu'à Sarah ce qu'elle vit chez elle, parce que tout ce qu'elle attend c'est juste d'avoir fini le lycée pour partir, et elle a peur que si on en parle ça fasse encore plus de problèmes, de plus que son oncle et sa tante ont des enfants et qu'elle ne veut pas causer de problème à ces enfants là. Et donc Emma ne peut parler de ce qu'elle vit chez elle à personne, et c'est ça qui va être un petit peu le frein de leur relation. Elle s'attache de plus en plus à Evan, ils se connaissent de mieux en mieux, mais il y a des choses dont elle ne peut pas parler. Pour mon avis sur ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout pour le côté maltraitance sur enfants, etc. etc. Après j'ai bien aimé aussi le côté romance, mais je trouve quand même qu'il y a un peu des longueurs. On va dire que le fil conducteur est bien, mais qu'il y a des trucs qui auraient pu être enlevés peut-être. Enfin je ne sais pas, mais c'est toujours la même problématique qui est remise en boucle. L'intrigue et le thème principal sont bien, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui se passent qui reviennent souvent en boucle, et ça fait quelques longueurs, et au bout d'un moment j'avais hâte d'arriver à la fin et de savoir un peu ce qui allait se passer, parce que je trouvais que c'était assez répétitif. Il faut aimer qu'il y ait de la romance pour lire ce livre. Personnellement j'avais plus acheté pour le côté maltraitance, mais j'ai bien aimé quand même si je trouve qu'il y a quelques longueurs à certains moments. Les livres dont je vais maintenant parler, je les avais empruntés à la médiathèque, donc je ne les ai plus. Le premier c'est Varda par Agnès, donc le livre d'Agnès Varda tout simplement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une réalisatrice française qui a fait beaucoup de films, qui a fait des films notamment pendant la nouvelle vague, donc c'est-à-dire les années 60 à peu près, mais pas que, elle en a fait beaucoup après. Dans ce livre, Agnès Varda, elle parle de comment elle a commencé le cinéma. Elle parle aussi de ses rencontres, des acteurs qu'elle a rencontrés. Il y a aussi beaucoup de passages sur Jacques Demy et puis les films que lui a fait. Elle parle aussi de la réflexion sur la couleur dans certains de ses films. Et en fait, elle parle de beaucoup de ses films et sur comment elle les a écrits, comment elle a eu l'idée, comment elle a décidé de représenter tout ça. J'ai pas du tout vu tous ses films, j'en ai vu je pense 4-5. Elle raconte tellement bien les choses et elle rend tout ce qu'elle dit hyper intéressant et hyper captivant. Et elle pourrait dire n'importe quoi, limite je suivrais quand même vu qu'elle écrit très bien. C'est hyper intéressant de voir ses réflexions. Alors je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié pas mal de choses, donc je voulais un peu revenir sur ce que j'avais dit et rajouter un peu des trucs. Dans ce livre, Agnès Varda, elle apporte beaucoup d'anecdotes, des anecdotes de tournage. Elle raconte aussi les fois où elle n'a pas été prise au sérieux face à des producteurs, etc. parce que c'était une femme notamment. Elle parle aussi de sa vision du féminisme et de ce que c'est d'être une femme à ce moment-là et dans cette industrie du cinéma. Voilà, c'est juste quelque chose que je voulais rajouter parce que je trouve que j'ai pas assez développé mon avis sur ce livre, même si la vidéo est déjà très longue. Je pense qu'il méritait que j'en ajoute un peu plus. Et je trouve que cette femme est captivante. Vraiment, sa façon de raconter les choses et ce qu'elle dit, c'est toujours hyper intéressant. Et vraiment, on apprend tellement de choses en plus par rapport à ce qu'on peut savoir déjà. Le dernier livre dont je vais parler, je vais y passer je pense un peu rapidement parce que j'ai pas énormément de souvenirs, c'est le livre Les Déplacés. Les Déplacés, ça regroupe 20 récits de 20 écrivains différents qui sont en fait des écrivains réfugiés. Et chaque récit va être un témoignage différent d'un écrivain différent sur comment il a vécu d'être intégré dans un nouveau pays qui n'était à la base pas son pays d'origine, comment on vit en tant que réfugié, comment on est perçu par la société en fait. Quelles sont les attentes des gens par rapport à quelqu'un qui est réfugié et comment lui le vit, comment lui se sent par rapport à ça. Et donc ça permet d'avoir des témoignages hyper personnels et du point de vue d'un réfugié et d'un point de vue hyper intérieur, et on peut vraiment se rendre compte de ce que ça fait une fois que les réfugiés sont dans un pays qui les accueille, comment est-ce que ça se passe pour eux et comment eux peuvent ressentir ça. Et donc il y a plein de témoignages différents, donc il y a plein de points de vue différents et c'est hyper enrichissant. Ça me frustre de fou. J'aurais bien aimé donner les noms des récits que j'avais préférés parce que je me souviens, dans mes souvenirs j'avais pris en photo, mais du coup non. Je trouve ce livre très intéressant parce qu'on a vraiment le point de vue de personnes qui sont réfugiées et je vous encourage grandement à lire. Et je trouve que c'est vraiment bien de lire des points de vue de gens qui vivent pas forcément les mêmes choses que nous. Ça permet de développer en fait une empathie pour ces personnes parce qu'on se rend compte que c'est vraiment des personnes réelles et qu'elles sont pas différentes de nous. C'est pas parce que ces personnes ne sont pas nées dans le même pays que nous qu'elles sont différentes et qu'elles méritent pas leur place. Et c'était hyper bien de lire un livre comme ça. Sur ce, cette vidéo est terminée, je vous retrouve bientôt pour vous faire la suite. J'ai très hâte parce que la prochaine vidéo de livre, ce sera sur les livres que j'ai lus cet été. Et il y a des pépites, mais des pépites, des trucs incroyables. Je vous dis à bientôt, bye bye. I think I like when it rains. You told me to
Bisous.